nous allons avoir un duo, Manuel et Eric, qui vont nous parler de mobilisation de données, juste des données acquises dans les différents projets. Et donc, on vous laisse la parole. Merci Estelle. Une présentation pour discuter d'un des points qui vraiment nous tient à cœur, en étant une structure qui fait un peu l'interface entre la science et la gestion, et c'est comment mobiliser les données qu'on a acquises à l'échelle de la vallée pour alimenter les stratégies territoriales. On a vu, il y a une production quand même assez importante de données. Ces données ne restent pas sous forme de catalogue, mais l'idée c'est de les mobiliser, de les croiser, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces socles d'informations conséquents, cohérents, puisque désormais on vise aussi une cohérence spatiale et temporelle à large échelle, sûrement perfectible, on l'a vu, on est toujours en train d'améliorer nos livrables, mais qui représente quand même un point de départ quand même assez unique et assez important pour que l'on puisse développer des stratégies territoriales et pour que l'on puisse néanmoins les accompagner. Le long de cette présentation, donc, on essaiera de faire un petit tour des types de données qui sont disponibles, des données que nous essayons d'acquérir à travers différents projets, soit qui sont faits par la communauté scientifique dans le cadre du programme Senaval, mais soit aussi qui sont faits en régie. Et après, on essaiera de vous montrer un peu comment on les mobilise, quel type d'outils on essaie de mettre en place, notamment on touchera deux mots de projet promesse, et comment effectivement ils peuvent peut-être être utilisés par la communauté pour faire avancer les réflexions autour de la stratégie d'aménagement du territoire. Je laisse la parole à Eric qui nous fera ses premiers tours sur les bases de données. Après, je reprendrai la main ensuite. Merci Manuel, bonjour à tous. Tout d'abord, quelles données peut-on mobiliser pour comprendre l'estuaire et ses besoins ? On va tout d'abord mobiliser potentiellement des données structurelles, donc caractéristiques physiques et chimiques du territoire, donc des données sur la morphologie, sur l'hydromorphologie, sur les caractéristiques chimiques des sols ou encore sur les caractéristiques des berges. Des données présentant le fonctionnement, donc telles que la fonctionnalité des zones humides, comme présenté par le projet CAFES, les connexions entre le lit mineur et le lit majeur, ou encore les capacités d'accueil des milieux. Mais aussi des données sur l'organisation territoriale et le fonctionnement socio-économique. Donc tout d'abord des données sur le cadre réglementaire, des données sur la planification territoriale ou encore sur l'occupation du sol. Ces données permettent aussi de mettre en place des scénarios prospectifs en lien avec le changement climatique. Je vais vous présenter quelques jeux de données un peu emblématiques que l'on mobilise régulièrement. Tout d'abord, les acquisitions haute résolution, donc topographiques et couplées à de l'orthophoto. Donc actuellement, nous avons 2 millésimes sur le territoire, un premier acquis en 2010-2011 et un second en 2022. La particularité de ces acquisitions, c'est qu'elles sont réalisées en conditions de marée basse en tout point de l'estuaire et en dehors des périodes de développement de la végétation. Alors, la première acquisition a été réalisée sur le territoire de l'estuaire de la Seine et la seconde acquisition a été réalisée en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie et le syndicat mixte de gestion de la Seine-Normande, ce qui nous a permis d'étendre le territoire à l'ensemble de la vallée de Seine-Normande et aussi de l'élargir à l'échelle de l'ensemble de la métropole. Actuellement, les acteurs du territoire ont beaucoup mobilisé ces données. Dans le cadre du programme Seine-Aval, je peux citer notamment 3 projets qui les mobilisent, notamment l'Iterbank, CAFES et aussi Atlantis. En interne, on mobilise aussi ces données, par exemple pour le calcul, pour la définition des zones intertidales, mais aussi on réalise un travail en comparant les 2 acquisitions pour regarder les évolutions. Autre acquisition, les caractéristiques des berges en estuaire de Seine. En 2011, on a acquis une première base de données dans le cadre de l'étude des zones riveraines.
Et en 2022, on a refait l'opération dans le cadre du schéma environnemental des berges, qui a été réalisé par l'Institut Paris Région et qui a mis en place une méthode cohérente à l'échelle de l'ensemble du bassin Seine, entre Paris et Honfleur. Une première acquisition a été réalisée en 2012 sur le réseau francilien et a été complétée en 2018 dans le cadre du projet Consacre, où ce sont les berges du département de l'Eure qui ont été inventoriées. Cette acquisition, elle se passe en 2 phases. Tout d'abord, on a acquis une base de données de photos des berges, acquise par voie fluviale de manière systématique, en conditions de marée basse. On a acquis environ 160 000 photos, dont un peu plus de 40 000 qui ont été acquis avec un réflexe en meilleure résolution. L'ensemble de ces données ont été ensuite photo-interprétées, traitées, et 69 descripteurs ont été construits par tronçons homogènes. Et le croisement de ces 69 descripteurs avec des données annexes, telles que de l'occupation du sol, ont permis de calculer 50 indicateurs sur, par exemple, les typologies des berges ou la valeur écologique des berges. À l'issue de ce projet, donc, nous avons une base de données photo complète des berges sur l'estuaire de la Seine, une base de données spatiale avec l'ensemble des descripteurs et des indicateurs associés, et ainsi qu'une série d'atlas cartographiques qui permet de valoriser ces indicateurs. Autre acquisition, c'est la base de données Connect, qui traite des connexions entre le limageur et le limineur. Elle est composée de 2 bases de données, une première base de données sur les ouvrages et une seconde sur le réseau hydrographique. La base de données sur les ouvrages a été construite à partir des inventaires de terrain réalisés dans le cadre des EDD par le syndicat mixte de gestion de la Seine normande et de Haropaport. Elle a été complétée par les données inventoriées dans le cadre du schéma environnemental des berges et sur la plaine alluviale par les données, par les inventaires réalisés par le PNR des boucles de la Seine et de la réserve naturelle de l'estuaire de Seine. Suite à la bancarisation, à la création de cette base de données, nous avons cherché à caractériser les ouvrages traversants, donc en bord de Seine. On a couplé 3 sources de données, donc les photos des berges, les données topographiques et les hauteurs d'eau au marégraphe acquises au moment de la prise de vue, ce qui nous a permis de caractériser chacun des ouvrages, identifier le type d'ouvrage, l'aménagement de l'exutoire, c'est-à-dire s'il y a un clapet ou une vanne, et d'estimer les dimensions des ouvrages. La seconde base de données, c'est le réseau hydrographique de l'estuaire de la Seine. Cette base de données a été construite également grâce à des inventaires, aux inventaires des réseaux de drainage du PNR BSN et de la réserve naturelle de Seine, de l'estuaire de la Seine. On a également ajouté les données de la BD Topo 2022 de l'IGN. Là, c'était essentiellement pour identifier notamment les cours d'eau, et était complété sur les zones orphelines par de la photo-interprétation, de l'orthophoto et du MNT. Dans le cadre de ce projet, on anime également un groupe de travail avec les acteurs du territoire. L'idée, c'est d'entrer dans un cycle de mise à jour et de pérenniser la base de données. Donc ça va être chaque année d'intégrer les nouveaux inventaires, de construire une typologie commune, mais aussi de lancer des travaux pour améliorer l'identification et la caractérisation des réseaux et des ouvrages. Ici, j'ai l'exemple d'un travail qui est actuellement réalisé, qui permet de retraiter le MNT pour identifier les formes caractéristiques des réseaux de drainage. L'objectif ici, c'est de s'inscrire dans une démarche globale, systématique et collaborative, qui permet de servir l'ensemble du territoire. Autre donnée, les modes d'occupation du sol.
Actuellement, sur le territoire, on a 3 millésimes, 1973, 1999 et 2009, qui avaient été acquis en partenariat avec le PNR-BSN. Cette acquisition était réalisée sur la base d'orthophoto, donc travail de photo-interprétation. En 2022-2023, dans le cadre du projet CAFES, c'est l'occupation du sol qui a été présentée tout à l'heure par Sébastien. On a acquis de nouveaux millésimes. Aujourd'hui, les objectifs pour pérenniser ces acquisitions, c'est de maintenir un niveau de nomenclature qui va répondre à nos besoins et permettre de regarder les évolutions. Merci Eric. Après ces tours d'horizon sur les données un peu plus structurelles concernant l'estuaire, je souhaite vous présenter comment nous on les mobilise et comment on les intègre dans nos réflexions et dans nos outils. 4 points en fait. La première utilisation qu'on fait de toutes les données produites au sein du programme Senaval, c'est la caractérisation de l'état actuel de l'estuaire, sous forme de diagnostic. C'est un travail qui est quelque part toujours en cours, mais qu'on a formalisé il y a quelques années sous forme d'orientation de restauration, notamment dans le cadre du projet Repère, dans lequel nous avons listé, sans spatialiser à ce moment-là, les priorités de restauration pour l'estuaire, en les déclinant en sous-mesure. Après, on peut utiliser ces données pour identifier des pressions, l'artificialisation, l'indiquement, les pratiques, tout ce qui concerne une pression, qui influence bien sûr le fonctionnement et donc qu'on relie au diagnostic, mais qui après nous permet aussi de spatialiser les priorités de restauration, et notamment sous forme de secteurs à fort gain potentiel. L'idée, c'est qu'enfin, on puisse avoir des livrables que nous, on peut lier, articuler avec les stratégies territoriales. Le cas typique, ça serait par exemple les stratégies GEMAPIennes, en tout cas la protection du risque d'inondation. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec le projet qu'on a lancé à la suite de Repères, notamment le projet Promesse, dans lequel l'idée c'était vraiment de spatialiser des secteurs potentiels de restauration pour identifier des opportunités de restauration. Ou pour opportunité, je sous-entends un secteur qui a un fort gain écologique potentiel dans lequel la faisabilité semble être quand même plus pertinente. Donc les secteurs qui sont vraiment gagnants-gagnants, si on veut. Je vous ferai un petit exemple en fait de comment on est en train de mobiliser ça et de comment on identifie des secteurs, voire des parcelles sur cette base-là. Et je prendrai le cas de la restauration de la fonctionnalité des zones humides. Ce matin, on en a beaucoup parlé et ça paraissait pertinent de faire tout de suite un test avec les données qui sont issues par le projet CAFES. Et donc, on s'est dit, par exemple, dans la première phase, donc celle de l'identification des pressions, on peut d'ores et déjà identifier des différents types de dégradation potentielles. On peut identifier des secteurs qui se trouvent sous l'emprise zone humide, qui sont actuellement sous des pratiques soi-disant peu vertueuses, notamment intensives monoculturelles. On peut identifier des secteurs qui sont déconnectés, voire compartimentés de façon artificielle. On peut regarder en effet quel est leur niveau topographique et quelle est la différence avec les systèmes qui les protègent. On peut aussi être sous des milieux, des espaces naturels, des marais par exemple, mais qui sont drainés, donc autre type de pression. On peut regarder aussi et identifier aussi des secteurs qui sont disparus, et notamment les secteurs poldérisés dans lesquels en effet on a perdu tous les caractères amphiolants. Ici sous la droite, vous voyez qu'il y a le cheminement, et vous voyez le cheminement qu'on a fait. On a une carte par exemple de prélocalisation des zones humides, qui bien sûr, on a dit, on améliorera au fur et à mesure que les données seront disponibles. On la croise avec le MOS, et je pense, sans trop de marge d'erreur, on peut se dire que si on a une zone agricole intensive, monoculture notamment, sur un périmètre considéré comme zone humide, on a un impact, une zone dégradée. Et c'est ce que vous voyez en bas à droite sous forme de polygones rouges. Bien sûr, ça n'est qu'une pression, mais on peut, de façon itérative, refaire le même exercice pour identifier tous les 4 types de pression et de dégradation que je vous ai listés. Par exemple, le croiser avec la pression de drainage ou encore avec l'artificialisation des berges.
Mais après, on a quand même beaucoup de zones qui apparaissent en rouge, donc qui sont pré-sélection de notre site de restauration, mais il faut les prioriser. Ça serait l'idéal de les restaurer toutes, hein, bien entendu, mais on sait que dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'avancer vers une priorisation. Et comment on priorise? On essaie de comprendre, de décrypter quels sont les gaps potentiels associés à tous ces secteurs. Et c'est comme ça qu'en effet, on va utiliser plutôt des indicateurs fonctionnels cette fois. Ici, je vous présente, pour continuer, en cohérence avec ce qu'on a discuté ce matin sur le carbone, les secteurs identifiés par CAFES comme étant peu fonctionnels, c'est-à-dire que voilà, on a pris la carte de CAFES sur l'intensité fonctionnelle, stockage de carbone, on l'a soigné pour identifier des secteurs qui sont peu fonctionnels, donc que dans une échelle de 0 à 1, ont une valeur inférieure à 0,25. Et donc, on s'est dit que dans ces secteurs, il n'y a pas l'ensemble de caractéristiques qui permet un bon stockage de carbone, une bonne séquestration de carbone. Donc, on a déjà un premier socle de parcelles qui apparaissent comme étant peu fonctionnel. Et après, on peut aller regarder un peu plus loin. Et notamment, on a mobilisé des données qu'on avait déjà mobilisées dans le cadre de repères. Et notamment, c'est les données produites par l'INRA, à l'époque INRA, maintenant par Chen et al., sur le potentiel de séquestration de carbone. Et ici, vous avez une carte qui a été produite en 2018 sur le potentiel de séquestration de carbone, qui est à lire ici comme la marge de carbone organique stockable de façon supplémentaire par rapport au niveau de saturation des sols. C'est pour ça que dans cette carte, vous voyez que le potentiel, par exemple, de stockage supplémentaire de carbone, il est très faible dans les tourbières. C'est des sols qui déjà ne peuvent pas stocker. En revanche, on voit que dans des secteurs agricoles, il y a un potentiel fort si on remet en place toutes les caractéristiques qu'il nous faut. Et quand on superpose ces cartes, on a des secteurs qui sont à fort gain potentiel pour le stockage de carbone et qui sont peu fonctionnels. Et donc, vous avez ici déjà une première priorisation des secteurs qui seraient intéressants de restaurer vis-à-vis de cette fonction de séquestration de carbone. Mais ça, ce n'est qu'une fonction. Je vous ai montré les secteurs à fort potentiel vis-à-vis de la fonction stockage de carbone, mais on sait très bien que quand on essaie de restaurer, on n'essaie pas de restaurer pour une seule fonction. C'est-à-dire, on peut utiliser cet argumentaire, mais l'idée, c'est d'avoir des approches écosystémiques donc, qui superposent les fonctionnements. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer un panel de fonctions plus large pour avoir une vision écosystémique globale. Et donc, là, j'ajouterai la capacité d'accueil pour les espèces. Un exemple, projet RIL, que malheureusement on n'a pas pu présenter aujourd'hui. Regardez aussi à d'autres types de fonctions, la dénitrification. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier ces hotspots de gain potentiel qui nous permet, parmi le socle en fait, de parcelles potentiellement restaurables, quelles sont celles qui seraient de façon plus pertinente de restaurer pour avoir une stratégie gagnant-gagnant, si je peux me permettre. L'idée, c'est donc d'aller vers la science, de la science vers la gestion, et justement, l'idée, c'est d'articuler ces résultats avec d'autres enjeux territoriaux. Adaptation au changement climatique, gestion des risques, stratégie d'aménagement. Et donc, c'est là que tout ce qui a été présenté hier peut être intégré dans notre réflexion. Restaurer pour la biodiversité, c'est magnifique. Le faire dans un cadre où on arrive à répondre aussi à des enjeux sociétaux d'adaptation, de diminution de l'inondation et tout ça, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement dans les cadres de nos réflexions. Et donc, c'est intéressant d'intégrer par exemple pour notre priorisation l'inondation et le changement climatique, aussi bien que des aspects liés à la socio-économie. On est dans une phase dans laquelle on recherche à réindustrialiser la vallée de la Seine, toutes ces réflexions doivent concourir quelque part vers des objectifs communs et vers une gouvernance partagée pour aller vraiment vers une vision intégrée qui nous permet de prioriser les sites à restaurer. Et après, bien sûr, selon le type de problème que l'on peut trouver sur un secteur, on peut avoir différents niveaux d'ambition. On peut partir de simplement la suppression des drains ou la réouverture d'un exitoire vers la récréation d'espaces de mobilité latérale du fleuve, autrement dit des zones d'expansion des eaux estuariennes. Selon des approches qui sont plus ou moins ambitieuses, mais qui dépendent en fait du dialogue territorial et des objectifs que la gouvernance est en mesure de se poser. Nous, cependant,
pendant tout ce temps, nous sommes là pour pouvoir accompagner ça, pour pouvoir spatialiser différents types de mesures, pour pouvoir spatialiser différents types d'orientations et pour discuter des gains, de la plus-value ou pas d'ailleurs, de mettre en place une mesure plutôt qu'une autre. Bien sûr, ça doit se faire dans un cadre plus large que celui de la gouvernance. Donc, je termine là, mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que quand même, nous avons construit, le long de ces 30 années, un socle de connaissances multithématiques assez importante qui permet, si utilisé correctement, de pouvoir éclairer la décision, de pouvoir supporter les pratiques de gestion. Nous le faisons, comme je vous ai montré, dans le cadre de l'outil Promesse, qui a encore un travail, c'est un travail de longue haleine en fait. L'intégration de toutes ces données, probablement, ça ne s'arrêtera jamais, mais on voit qu'on augmente en précision, en résolution et aussi en robustesse des livrables. Et ces données sont mobilisables par les acteurs du territoire, mais surtout, ce qui est important de retenir, c'est qu'ils sont récupérés avec les acteurs du territoire, puisque, bien sûr, on peut utiliser, partager ces données, mais on a besoin aussi des acteurs du territoire pour pouvoir alimenter nos modèles large échelle, puisque, comme vous avez vu, on a fait ce passage d'échelle du site, du processus vers une approche globale de l'estuaire, ce qui nous paraît être la meilleure échelle pour prendre en considération les problématiques d'aujourd'hui de l'estuaire. Et donc, c'est important aussi d'avoir cet aller-retour entre le gestionnaire et le monde scientifique pour pouvoir justement valider cette donnée. Donc, ce socle de connaissances est disponible et continue à progresser. Ça le fait avec Cenaval 7, ça le fera avec Cenaval 8. Mais bien sûr, la mobilisation dépend de la capacité collective de la gouvernance à intégrer toutes ces informations dans sa réflexion. Et donc, il faut vraiment le mot d'ordre, c'est organisation. Et pour changer un peu de la slide finale que vous avez vu un peu partout, je voulais juste attirer votre attention sur ces projets qui montrent en fait, c'est des projets faits en Bolivie et en Australie qui montrent que c'est possible aussi de s'adapter même en gardant certains types d'usages. Et si vous avez par exemple, dans une zone qui était récréée d'espace de mobilité latérale du fleuve, vous avez des petits monticules qui ont été construits pour permettre au bétail, qui sont désormais dans des secteurs convertis au pâturage, du maïs, de la monoculture au pâturage, pour permettre au bétail, en cas d'inondation, de pouvoir monter dans ces sortes de monticules et sont réalisés aussi à partir de matériaux, par exemple de dragage, donc de matériaux locaux, par exemple de dragage, ou issus de la suppression de la digue. Et donc ça nous montre qu'en fait, voilà, restaurer, ça ne veut pas forcément dire abandonner totalement les usages, mais quelque part, on peut avoir des petites idées pour s'adapter, pour adapter les usages et les accompagner. Et je vous remercie et on reste à disposition pour les questions. Merci pour cette présentation, Eric Emmanuel. Pardon, oui. Moi, j'avais une question, c'est par rapport au stockage de carbone, donc le puits de carbone. Je pense qu'il faudrait qu'on aille tous, globalement, la communauté scientifique, un peu plus loin sur ce stockage de carbone et en particulier sur les risques aussi associés à ça, au contraire de relargage de méthane. Tourbière, une vasière, ça peut, dans certaines conditions anoxiques, relarguer aussi du méthane. Et attention, le méthane, parce que quand on parle de stockage de carbone, évidemment, on a tous derrière en tête le dérèglement climatique, les gaz à effet de serre. Et le méthane, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 25 fois plus élevé comme la même quantité de carbone. Hein. Donc si du CO2 devient du CH4, donc de conditions anoxiques oxyque à anoxique, Tout à fait. On pense que c'est bien comme du stockage de carbone, mais non, ça devient une source de méthane, et c'est bien pire en termes de réchauffement climatique, 25 fois pire. Donc, attention à ça, et je pense qu'il faudrait qu'on mène des projets peut-être pour essayer de porter attention et mieux équilibrer l'effort sur le carbone en prenant en compte aussi le méthane. Je pense qu'il y a des outils maintenant pour le faire. Voilà. Deux choses. Bien sûr, le cas de figure que tu parles donc, de la réminéralisation de la tourbe est parfaitement pertinent par rapport à ce que je dis sous la pression de drainage sous les marais, sous les espaces tourbeux. En fait, déjà, les drainages, on sait, voilà, l'abaissement de niveau 2, ça peut entraîner ce genre de problématiques. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse l'identifier. Et en effet, suite à nos premiers tests qu'on a fait, on voit qu'on arrive à identifier la pression de drainage sur des secteurs qui sont un enjeu pour le stockage de carbone, donc ils sont en saturation aujourd'hui. Deuxième élément de réponse, c'est que pas plus tard que
la pause café. Justement, je parlais avec Laurent Soubermoy, donc de l'équipe CAFES, qui s'est posé des questions justement sur exactement ça et qui souhaiterait monter des projets avec des indicateurs justement méthane dessous à coupler avec le stockage de la séquestration de carbone. Donc, elle est là. Si tu veux ajouter quelque chose, Laurence. Oui, alors en fait, effectivement, moi je trouve ça un très très bon point en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de carbone, mais on ne parle pas énormément de méthane encore. Et c'est vrai que c'est le point le plus chaud, effectivement, dans les années qui vont venir, ça va être les émissions de carbone en liaison avec l'augmentation de la température. Alors c'est très vrai dans les régions polaires, évidemment, où les zones humides vont relarguer énormément de méthane, mais c'est vrai aussi, ça peut dans des secteurs plus locaux, comme celui-ci. Et alors, il y a déjà des travaux qui ont été menés par télédétection, à l'échelle globale en particulier. Il y a des capteurs d'émissions satellitaires qui ont été spécifiquement designés pour pouvoir étudier cette problématique de carbone à l'échelle de méthane à l'échelle européenne. Donc, on a des capteurs qui nous permettent d'avoir de dériver des indicateurs à partir de l'atmosphère, mais c'est plutôt... La résolution des données est plutôt compatible avec une observation sur des grands secteurs, quoi. Sur des petits secteurs, même si on peut considérer à une certaine échelle que l'estuaire de la Seine, ça fait un grand secteur. En tout cas, on pourra déjà utiliser ces données-là pour voir où on se place, hein, par rapport à ces dégagements de méthane. Mais on peut avoir aussi, par télédétection, de façon indirecte, on peut produire des indicateurs qui, couplés à des modèles, nous permettent de faire une évaluation aussi, comme on l'a fait pour le carbone. Voilà. Donc, alors, moi, je voudrais juste rajouter une petite assise aussi sur la nécessité de travailler sur le temps long. Parce que je trouve très intéressant ce que vous avez fait, voilà, sur l'utilisation des données à partir d'un diagnostic qui est fait extrêmement précis sur le temps, enfin sur la situation actuelle ou un recul de quelques années. Alors, le temps long, entendons-nous, hein, de ce qu'on peut observer, nous, par télédétection en particulier, depuis les années 80, de façon assez dense. Mais je pense que pour pouvoir faire de la prospective et construire des scénarios, pour pouvoir aider sur la partie restauration, conservation, etc., c'est très important de pouvoir se replacer dans le temps long. Tout à l'heure, on a dit que CAFES, on avait étudié 2 années, puis finalement, on ne sait pas si on se situe au niveau de la variabilité ou comment on se situe dans la tendance plus à long terme. Donc, c'est vraiment très important de faire de la rétrospective sur quelques dizaines d'années pour pouvoir ensuite projeter, quoi. Voilà. Merci, Laurence. Alors, moi, je reviens. Merci pour ce complément de réponse, c'est vraiment super. Et du coup, je pense que les données là que vous montrez peuvent être super intéressantes. Je pense aussi aux modèles, les modèles un petit peu de diagénèse avec l'oxygène. Ça peut être des beaux outils pour essayer de bien prendre en compte ce cycle du carbone et ce risque de relargage de méthane. Et puis, une des difficultés des mesures de méthane, je sais que Vona Mélidaire, dans le projet Suiva, mais Julien est là, et Augustin aussi, ils ont fait des mesures sur les vasières, et sans vouloir spoiler quoi que ce soit, mais je crois que vous n'allez pas trop parler de méthane, justement, mais les tentatives sont assez délicates et difficiles, c'est-à-dire qu'en fait, même le fait de marcher dans la vasière, le méthane, il se relargue. Et du coup, donc, c'est pour rebondir sur l'outil des détections, ça a l'air vraiment intéressant, parce que c'est vraiment presque difficile sur les sites de le mesurer, en fait. Voilà. Donc d'autant... Voilà. Moi, ce n'est pas une question, Fanny Olivier, Agence de l'eau. C'est plutôt un remerciement du GIP de cette compilation de données et de ce croisement qui est très important pour nous, pour justement nous donner des perspectives d'action avec tous les maîtres d'ouvrage qui sont pour la plupart derrière moi et qui, voilà, on voit vers où on doit tendre, même si, Romaric l'a dit, il reste encore des questions de gouvernance et de choix politiques sur ces territoires-là, mais on y travaille et on est dessus en ce moment.
Merci. Merci, Fanny. On ne peut qu'approuver ce qui vient d'être dit. Moi, la question que je me pose depuis le départ, c'est que tu parles des pressions qui sont internes et aval, en fait. Comment fait-on pour intégrer les pressions amont, c'est-à-dire sur la zone d'alimentation de certaines zones humides? Je pensais notamment au marais Vernier et aux émergences de la nappe de la Craie qui existent dans ce marais Vernier. Ce sont des eaux qui sont issues du plateau, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si on veut des objectifs de restauration qui marchent, il faut aussi que l'on s'intéresse à ces pressions amont, que l'on trouve, disons, des actions, des programmes de mesures qui nous permettent aussi de réduire ces pressions. Moi, je ne vais pas chipoter sur en fait, le CH4 par rapport au carbone, c'est 26 fois plus à effet de serre pour l'asymptote. Mais les chimistes, c'est ce que je disais comme vous, et les chimistes m'ont dit, mais non, tu te trompes. Immédiatement, c'est entre 60 et 80 l'effet, et puis après, ça va descendre et ça va faire une asymptote à 26. Donc, ayant bien conscience de cela, c'est dramatique l'effet méthane. Bon, ma question, c'est de quelle gouvernance vous parlez? Parce que nous aussi, on est pour une gouvernance, mais vous n'avez peut-être pas conscience qu'actuellement, là, en même temps que nous, dans le nord vers la Picardie, il y a le forum des SPI, des secrétariats permanents à la prévention des pollutions industrielles, forum national, qui se réunit. Pourquoi est-ce que la Normandie n'est pas représentée? Eh bien, tout simplement parce que notre SPI a disparu. Indréal l'a fait disparaître. Bon, et c'était l'instance où on avait les composantes du Grenelle. C'est-à-dire, il y avait les 5 collèges, etc. Et si vous voulez, ça, c'est fondamental. Si on ne joue que sur les 3 collèges habituels, ceux auxquels vous faites généralement référence, c'est-à-dire, bon, vous les connaissez, hein. Bon, eh bien, ça veut dire que la société civile et les travailleurs sont absents du débat. Eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut faire tout ce qu'on veut, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, c'est bien, on aura des choses à présenter durablement, mais sans qu'on en ait les effets positifs. C'est cela qui est... Il n'y a que si on mobilise tout le monde et en fait, Oui. non. J'essaie de recoller les morceaux, mais globalement, ce qu'on essaie de faire avec ce type de projet, c'est d'argumenter l'intérêt de restaurer et de montrer les bénéfices potentiels. Ce n'est pas après à nous de choisir en fait le type de gouvernance, ni de définir sa mise en place. Loin de ça, puisque après, voilà, c'est pas dans nos ambitions tout court, c'est pas dans nos missions, ni dans nos ambitions, même si on peut bien entendre ce que vous dites. Hein. En revanche, ce que nous faisons, c'est de mettre ces informations à support des décideurs. La constitution de cette gouvernance, de cet ensemble de décideurs, après, ce n'est plus dans nos ressorts. Et voilà, ça, c'est inutile de le répéter. Peut-être il y a quelqu'un qui veut répondre après à la sollicitation, agence de l'eau, je ne sais pas, Adréal. Non? Ok. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions. Mais je te rejoins. Super. Je rejoins Manuel. Hein. Donc, c'est un séminaire scientifique.
On est là pour poser les constats, poser les avancées. Ça doit nourrir effectivement une réflexion globale. Maintenant, la décision politique, elle n'est pas dans les mains du GIP, elle n'est pas dans les mains des scientifiques. Elle doit être saisie. Bonjour, Caroline Neven. Je ne travaille pas encore longtemps sur la scène, mais je voudrais remercier le monsieur, je ne connais pas votre nom, désolé, mais pour cet argument, parce que comme personne jeune, je trouve que c'est vraiment génial le projet que vous avez présenté, mais pour moi, c'est frustrant et ça fait quand même peur de voir où on va. Et je me demande, avec la connaissance que j'ai acquise, avec le travail que je fais tous les jours, comment on continue tout ça en sachant que ça va probablement pas bouger grand-chose. Et j'aimerais quand même, ça serait cool quand même qu'on commence à discuter ça. Et vous avez raison, c'est pas votre travail, c'est pas le, comment dire. C'est bien que le GIP, par exemple, où la science reste neutre pour amener ou ramener les connaissances, mais quand même, si ça ne change rien, je ne sais pas, je pense qu'on ne peut pas rester là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même important pour la communauté scientifique de discuter ça. Voilà. Action. Ouais, juste une réponse, non, mais un éclairage là-dessus. Il y a quand même des choses. Enfin, moi, je sais que j'aime bien faire le parallèle entre ce qu'on voit là, qui est plus sur la restauration écologique, avec ce qui s'est passé sur la qualité de l'eau. Quand on remonte il y a 40 ou il y a 50 ans, il y avait quasiment plus de poissons dans la Seine. C'était des détergents, des mousses, des hydrocarbures, etc. Des pollutions énormes, et il y a eu des grosses ambitions qui ont été mises sur la table de manière collective, avec le S3PI d'ailleurs à l'époque, et les choses ont évolué. Et quand on voit la Seine, point de vue qualité de l'eau aujourd'hui et il y a 40 ou il y a 50 ans, je ne sais pas s'il y a grand monde qui y aurait cru. Et avec les différentes lois sur l'eau, etc., etc. Et ce qui se passe aujourd'hui avec la restauration écologique, la doctrine ERC, les mesures de compensatoire, etc., etc., enfin toutes ces choses-là, j'ai un peu l'impression que c'est le même bascule potentiel que ce qu'on a eu il y a 40 ans sur la qualité de l'eau. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ira assez vite, de manière assez ambitieuse? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne serais pas aussi... Enfin voilà, on ne va pas décourager les jeunes quand même, ça serait dommage. Mais pour dire que l'histoire même récente montre que des situations quasi désespérées ont pu évoluer positivement. Avec forcément tout le monde s'y est mis, des ambitions et des gros moyens qui ont été mis, et tous les acteurs ont joué le jeu, et la clé elle est là, ça c'est assez clair, hein. Mais voilà, pour dire que ça s'est déjà passé, et voilà, rester un peu positif quand même. On peut, oui, et puis je compléterai, on peut rester positif aussi, puisqu'il y a quand même un syndicat mixte de gestion de la Seine normande qui a été créé depuis peu de temps, mais il a été créé. Donc ça veut bien dire qu'on a quand même un acteur maintenant qui peut mettre en place des actions et qui justement utilise, puisqu'il y a un partenariat entre le GIP et le syndicat mixte et tous les acteurs de gestion de la Seine. Donc je comprends, c'est vrai, on en a beaucoup parlé aussi avec Romaric sur le fait que oui, ça n'avance pas assez vite. On est d'accord, on en a conscience, mais... voilà, il y a des élections qui arrivent, il y a des changements, on est bien obligé de s'adapter aux décideurs locaux, mais ça fait partie de notre travail d'améliorer les choses et justement de capitaliser sur tout ce que vous nous apprenez pour mobiliser les acteurs et aller dans le bon sens. Mais je suis d'accord avec vous, on n'avance peut-être pas assez vite, mais voilà. Oui, bonjour, Stéphane Lemonnier du syndicat de la Seine normande. Du coup, je réagis qu'effectivement, nous, on est une jeune structure, on existe depuis 2000. On est opérationnel depuis 2023, donc on est en train de s'installer, de développer nos actions, de développer nos programmes d'action. Effectivement, c'est un travail qui prend du temps. Les productions réalisées par le GIPSA vont nous être d'une grande utilité pour cibler les secteurs sur lesquels on pourra intervenir. Et rappeler également que le syndicat, il n'est pas tout seul, parce qu'il n'a pas forcément la compétence sur l'ensemble du territoire.
pour l'instant peut-être. Mais voilà, il y a d'autres acteurs qui détiennent aussi des compétences pour pouvoir agir sur l'ensemble de la vallée de la Seine normande. Donc voilà, donc on est là, on n'est pas tout seul, et effectivement il faut qu'on avance pour améliorer les milieux humides, qu'on prépare le territoire au réchauffement climatique, aux inondations à venir. Voilà, mais c'est un travail collectif, et on n'a pas encore toutes les clés, nous, syndicats, pour agir sur l'ensemble de la Seine normande. Mais je voulais également rappeler que voilà, le travail réalisé par Manuel est très important. On identifie bien les secteurs sur lesquels il serait intéressant d'intervenir, mais on est confronté également à des usages, à des stratégies de développement de la vallée de la Seine pour lesquelles on n'a pas forcément toutes les clés pour pouvoir agir. Donc voilà, à travers cette réflexion, je voulais souligner l'importance d'avoir accès à du foncier, d'avoir accès à du terrain pour pouvoir mettre tout ça en place. Et je peux vous assurer que c'est très très compliqué de travailler pour pouvoir agir sur le foncier. Donc ça prend énormément de temps, et malheureusement ça va nécessiter encore un peu de temps. Mais Cédric l'a bien dit, que voilà, c'est aussi un travail qui prend forme aujourd'hui et qui va se mettre en place, j'espère, le plus rapidement possible. En tout cas, ça fait plaisir de voir une communauté si motivée. D'autres interventions? Loïc Boulard, Seine-Normandie. Rapidement, pour compléter, on parle beaucoup des gestionnaires, de la réaction et choses. Je pense que ce qui a été évoqué au début, moi, ça m'évoque plutôt une évolution réglementaire et votre accompagnement des institutions qui font les lois. Parce que les gestionnaires, ils ont des projets sur ce qui reste. Voilà, vous faites beaucoup de prospectives, vous faites beaucoup de travail scientifique qui doivent donner des éléments pour faire évoluer la réglementation. Des projets d'urbanisme dans des zones qui sont sur les plus gros forts risques d'inondation, c'est toujours le cas. On a eu plein de photos aériennes de l'estuaire de Seine. On sait très bien qu'il y a un tiers qui est en projet. Enfin, voilà. Des réglementations sur l'interdiction d'usage ou d'abîmer des zones inondables, mais actuelles. On abîme encore les zones inondables futures. Donc il y a des réglementations qui sont extrêmement limitantes, et effectivement on peut faire autant de connaissances ou autant de gestion comme les gestionnaires le font. Il y a aussi l'accompagnement du réglementaire qui me semble important. Tout à fait. Sandrine Sanson, à Ropaport. Je voulais vous remercier tout le travail qui est mené, parce que sur la restauration écologique, Aropa est quand même assez acteur sur le territoire. Et réellement, au sein du GIP Seine-Aval, les actions de fonctionnalité des zones humides, de décarbonation, de dénitrification, etc., ce sont des données d'entrée, nous, pour toute la problématique aussi liée à la compensation environnementale. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir au moins toutes ces informations. On inscrit aussi, nous, notre démarche, notre stratégie biodiversité, notre stratégie dans ces réflexions à la fois du changement climatique, de solutions fondées sur la nature. On travaille aussi éventuellement on va dire, à la reconnexion au fleuve. Et donc, je trouve que c'est un travail collectif qui est important, mais en tout cas, il y a vraiment un vrai sujet, à mon sens, qui est de pouvoir travailler sur le territoire avec l'ensemble des acteurs. Parce qu'on dit que ça ne va pas assez vite, mais en fait, c'est des projets de territoire. Et ces projets de territoire, ils ne peuvent pas se faire sans les usagers. Et ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de concertation, beaucoup de dialogue. Un projet de restauration, ça peut mettre 5 ans, des fois, pour sortir, parce qu'il y a, voire plus parfois. On a vu sur la vallée de la Sanne ce qu'a fait le Conservatoire du littoral, ça a demandé 10 ans. Donc on voit bien que c'est des temps qui sont pas simples. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est quand même réfléchir territoire. Et là, ce que vous apportez, c'est vraiment une vision de territoire. Et donc, je voulais vous remercier pour tout ce travail, parce que nous, ça va bien nous servir, en tout cas en tant qu'Aropaport, dans le cadre de notre démarche. Sachant qu'on veut travailler à l'anticipation de la compensation, à la mise en place de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sur le territoire. Et que du coup, ça va vraiment alimenter toute notre démarche qui est en cours actuellement. Merci. Merci Sandrine.
Bon, juste on peut terminer sur le fait que quand même, malgré tout, les dynamiques du changement climatique peut-être seront des drivers pour accélérer la dynamique. Et en tout cas, il paraît aujourd'hui que travailler par le prisme de l'adaptation au changement climatique, c'est un port d'entrée qui faciliterait en effet la naissance de projets de restauration à large échelle. Donc c'est vraiment un peu dans cette optique qu'on se place, et notamment avec tout le travail qu'on est en train de faire avec vous tous en fait. Donc, vu qu'il n'y a plus de remarques a priori, je vous remercie tous pour l'attention et je vous propose qu'on aille manger. Comme hier, juste pour le repas, il y a quelques repas végétariens pour ceux qu'on avait commandés et il y en aura pour ceux qui en veulent. Donc voyez directement avec le traiteur. Attendez pas que tout le monde soit servi. Et ouais, voilà, rendez-vous à 14h. Vous avez préparé un petit quiz avec Sacha pour tester vos connaissances sur l'histoire de Seine. Préparez vos smartphones, il y a des super lots à gagner. Merci à tous pour cette session.